Elle a cru que le téléphone prépayé tombant sur le sol en marbre n'était qu'une erreur maladroite, une simple gaffe d'un associé nerveux. Elle pensait qu'en le ramassant et en répondant dans un dialecte sicilien oublié, elle calmerait discrètement la situation tendue, sans que personne ne s'en aperçoive. Elle avait terriblement tort. Geneviève Hayes ne savait pas que l'homme assis en silence dans l'ombre du salon VIP était Lorenzo Costa, un fantôme dans le monde du crime international. En prononçant trois simples mots dans sa langue maternelle, une langue profondément gardée, elle venait de signer son propre contrat de captivité. Quelques heures plus tard, alors qu'elle enfilait son manteau pour disparaître dans la nuit glaciale de New York, Lorenzo but une lente gorgée de son scotch. Il croisa le regard de son chef de la sécurité et murmura l'ordre qui allait réécrire son destin. Ne la laissez pas partir. Geneviève Hayes avait bâti toute sa vie d'adulte sur le principe de l'invisibilité. À 28 ans, elle était l'une des interprètes d'entreprises les plus recherchées de Manhattan. Elle était spécialisée dans les fusions et acquisitions à haut risque. Son travail consistait à se fondre dans le décor des salles de réunion stériles et des suites d'hôtels de luxe. Elle ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole, traduisant les nuances du mandarin, du français et de l'italien pour des milliardaires qui possédaient plus d'argent que de patience. Elle portait des tons neutres, des blazers gris ardoises, des chemisiers blancs impeccables, des talons raisonnables, et elle gardait ses cheveux sombres, tirés d'un chignon sévère et impitoyable. Elle était un canal professionnel pour le pouvoir des autres, se dépouillant volontairement du sien. Ce soir-là, la mission était censée être simple. Arthur Castiglione, un PDG de la tech arrogant et plein d'entrain de la Silicon Valley, courtisait un syndicat d'investisseurs privés européens à l'hôtel Saint-Regis. Les investisseurs étaient notoirement discrets, opérant à travers un labyrinthe de sociétés écrans basées à Milan et à Palerme. Geneviève avait été engagée pour faire le lien pendant le cocktail préliminaire, pour aplanir les différences culturelles avant que les vrais chiffres ne soient discutés à huis clos. Ce qu'Arthur ne savait pas, mais que les instincts profondément enfouis de Geneviève avaient perçu dès son entrée dans la salle drapée de velours, c'est que ces hommes n'étaient pas des investisseurs en capital risque ordinaire. L'air dans la pièce était lourd, non pas de l'odeur habituelle de la cupidité d'entreprise désespérée, mais d'une discipline silencieuse et mortelle. Il y avait 6 hommes au total, mais la gravité de la pièce était entièrement centrée sur un seul. Il fut présenté simplement comme Monsieur Costa. Lorenzo Costa ne portait pas de badge nominatif. Il n'a pas souri quand Arthur a fait une blague bruyante sur le marché boursier. Il était simplement assis dans un fauteuil club en cuir à haut dossier, sirotant un verre d'eau pétillante. Ses yeux sombres absorbaient chaque détail microscopique de la pièce. Il portait un costume anthracite sur mesure qui bougeait en parfaite harmonie avec ses larges épaules. Et il avait les articulations rugueuses et marquées d'un homme qui n'avait pas toujours payé d'autres personnes pour exercer sa violence à sa place. Geneviève gardait le regard baissé, se concentrant sur les gestes animés d'Arthur. Elle traduisait ses discours optimistes et tentaculaires en un italien formel et concis pour les 2 hommes debout près du bar. Elle veillait à utiliser le dialecte standard et poli des affaires milanaises. Elle ne laissait rien paraître. Puis, l'anomalie s'est produite. Un homme plus jeune, présenté plutôt comme un associé nommé Matteo, a fait irruption par les lourdes portes en acajou. Son visage était rouge. Une sueur froide perlait sur son front. Il a pratiquement sprinté vers Lorenzo, ignorant les limites polies de la réunion. Dans sa main tremblante, un téléphone jetable en plastique bon marché vibrait violemment contre sa coque. C'était un téléphone prépayé, totalement déplacé au milieu des Rolex et des costumes sur mesure. Matteo s'arrêta net devant Lorenzo, tripotant l'appareil. Capo, murmura-t-il, le mot lui échappant avant qu'il ne puisse se rattraper. Ce sont les quais. Ils appellent sur la ligne de secours. Ils disent que c'est une urgence. Lorenzo ne bougea pas d'un muscle, mais la température dans la pièce chuta. Il fixa le téléphone vibrant comme si c'était un serpent venimeux. Nous sommes en réunion, dit doucement Lorenzo en anglais. Son accent était à peine perceptible. Éteignez-le. J'ai essayé, balbutia Matteo, ses doigts glissant sur le plastique bon marché. C'est eux, la ligne de Palerme. Si nous ne répondons pas, ils supposeront que la cargaison est compromise. Dans sa panique, Matteo laissa tomber l'appareil. Il heurta le sol en marbre poli avec un bruit sec, glissant directement vers les escarpins noirs et sobres de Geneviève.
Le téléphone continuait de vibrer, un frélon mécanique en colère dans le silence soudain et suffocant de la pièce. Arthur Castiglione avait l'air confus, ouvrant la bouche pour poser une question stupide. Geneviève sut, avec une certitude glaçante, que si Arthur parlait, s'il était témoin de la violence qui allait éclater à cause de cette rupture de protocole, la soirée se terminerait d'une manière à laquelle aucun des Américains ne survivrait. L'instinct l'emporta sur la logique. C'était une faille fatale que Geneviève avait passé 15 ans à essayer d'enfouir. Avant que Matteo ne puisse plonger pour récupérer le téléphone, avant que Lorenzo ne puisse donner un ordre, Geneviève s'avança. Elle se pencha d'un mouvement fluide, ramassa le téléphone prépayé sur le marbre et appuya sur le bouton vert. Elle ne parla pas en italien standard. Elle ne parla pas en anglais. Court-circuitant complètement sa formation professionnelle, elle puisa dans une langue qu'elle n'avait pas parlée depuis qu'elle était une fillette terrifiée de 12 ans, cachée sous un plancher dans une villa sicilienne poussiéreuse. Lascia perdere, lança Geneviève dans le combiné. Sa voix baissa d'une octave, perdant sa douce intonation américaine et adoptant la cadence dure et gutturale des basses fontes de Corleone. Us cacareddu est mortu, non chiamar più. Laisse tomber. Le petit âne est mort. N'appelle plus. Elle appuya sur fin. Elle cassa le téléphone bon marché en deux, le plastique se brisant contre sa paume, et laissa nonchalamment tomber les morceaux sur le plateau d'argent posé sur la table basse. Pendant 3 secondes angoissantes, personne ne respira. Geneviève se tourna vers Arthur, remettant son masque en place sans effort. « Mes excuses, Monsieur Castiglione, dit-elle dans un anglais parfait et sans accent. Pas mal. Un mauvais numéro. Un télévendeur plutôt persistant. Vous parliez des projections du 4e trimestre? Arthur, complètement inconscient du séisme culturel et criminel qui venait de se produire, cligna des yeux et rit bruyamment. C'est ça, c'est ça. Alors, les projections du 4e trimestre. Geneviève ne regarda pas Lorenzo Costa. Elle n'osait pas. Mais elle pouvait sentir son regard. C'était un poids physique sur le côté de son visage, brûlant à travers son armure professionnelle. Elle savait qu'il savait. Seul quelqu'un de profondément ancré dans les anciennes lignées de la mafia sicilienne connaîtrait ce dialecte spécifique, sans parler de la phrase codée pour couper les liens avec une opération de contrebande compromise. Lorenzo restait parfaitement immobile dans son fauteuil en cuir. Il n'interrompit pas Arthur. Il ne regarda pas Matteo. Mais sous la façade calme, une réalisation terrifiante venait de se faire jour. La traductrice américaine, discrète et invisible, venait de parler la langue de ses fantômes. Le dîner fut un exercice de torture psychologique. Geneviève était assise à la périphérie de la grande table, son assiette de bord à peine touchée devenant froide. Elle traduisait mécaniquement la conversation de la soirée, sa voix un métronome apaisant, tandis que son esprit parcourait frénétiquement des scénarios de survie. Elle avait commis une erreur catastrophique. Son père, un ancien comptable d'une famille rivale qui avait témoigné pour l'État avant d'être abattu dans une ruelle de Chicago, l'avait averti dans son dernier souffle. « Ne les laisse jamais entendre ta vraie voix, Jen. S'ils savent d'où tu viens, ils savent à qui tu appartiens. » Pendant des années, elle avait méticuleusement effacé son identité. Nouveau nom, faux dossier d'adoption, un parcours académique impeccable à Georgetown. Elle était censée être une inconnue. Mais l'adrénaline du moment, l'instinct pur d'empêcher le sang de couler sur les mocassins polis d'Arthur Castiglione, l'avait trahi. De l'autre côté de la table, Lorenzo Costa était un maître en matière de patience prédatrice. Il discutait poliment avec les dirigeants de la tech. Son comportement s'était transformé en celui d'un aristocrate européen sophistiqué. Il discutait des nuances des grands vins et de l'architecture du Saint-Régis, mais ses yeux sombres et calculateurs revenaient sur Geneviève avec une régularité alarmante. Ce n'était pas un regard de désir. C'était le regard clinique et disséquant d'un joaillier examinant un diamant potentiellement volé. Au milieu du plot principal, Lorenzo se pencha en arrière et fit un geste discret à Matteo, qui se tenait près des lourds rideaux de velours. Matteo s'approcha, se penchant pour offrir son oreille. « La fille » murmura doucement Lorenzo en italien, gardant un sourire poli pour les Américains. « Qui est-elle? »« Geneviève Hayes » chuchota Matteo en retour, interprète indépendante, engagée par les gens de Castiglione. L'agence l'a vérifiée, passé impeccable. Aucun lien criminel, aucun signalement.
Lorenzo prit son verre de vin d'un cristal, les facettes captant la faible lumière du lustre. Les passés peuvent s'acheter, Matteo. Pas les accents. Elle n'a pas seulement parlé sicilien. Elle a parlé l'argot des rues des provinces de l'Ouest. Elle a utilisé un code qui n'est plus actif depuis la guerre des Castellammarise. Trouve qui elle est vraiment. Je veux chaque dossier, chaque empreinte, chaque ombre qu'elle a projetée depuis son enfance. Fais-le avant que le dessert ne soit servi. Matteo hocha la tête une fois et sortit de la pièce. Geneviève surprit l'échange du coin de l'œil. Son estomac se noua. La climatisation dans la pièce sembla soudain se transformer en congélateur. Elle savait qu'elle était traquée sans qu'une seule arme ne soit dégainée. Elle devait s'éclipser, mais fuir trop brusquement ne ferait que confirmer leurs soupçons. Elle devait jouer le rôle de la civile inconsciente jusqu'à ce que minuit sonne. Alors que les assiettes étaient débarrassées, Lorenzo tourna de manière inattendue son attention directement vers elle. C'était la première fois qu'il s'adressait à elle directement de toute la soirée. Mademoiselle Hayes, dit Lorenzo, sa voix un baryton riche et sombre qui imposa un silence immédiat à la table. Votre italien est impeccable, très académique. Où avez-vous étudié? Geneviève força un sourire poli et vide. Merci, Monsieur Costa. J'ai obtenu mon diplôme de linguistique à Georgetown, suivi d'une bourse à Milan. J'ai toujours eu l'oreille pour les langues. Milan, répéta Lorenzo, goûtant le mot, le trouvant clairement insatisfaisant. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Fascinant. Pourtant, tout à l'heure, lorsque vous avez si gracieusement géré le téléphone de mon associé, j'ai détecté une saveur différente, une acuité régionale. Cela semblait presque familier. Arthur rit agressivement, désireux de plaire à l'investisseur. Geneviève est la meilleure. Elle peut probablement imiter n'importe quel accent que vous lui lancez, comme un perroquet. N'est-ce pas, Jen? Geneviève enfonça ses ongles dans sa propre cuisse sous la table pour empêcher ses mains de trembler. Juste des années de pratique, Monsieur Costa. Dans mon métier, on apprend à s'adapter aux besoins du client. L'adaptabilité est un trait dangereux, dit Lorenzo doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il est très difficile de savoir qui est vraiment une personne lorsque les masques tombent. Il savait. La prise de conscience frappa Geneviève comme un coup physique au sternum. Il jouait avec sa nourriture. Il la coinçait dans un coin, attendant de voir si elle craquerait sous la pression. Toute la salle à manger ressemblait à une cage qui se rétrécissait. À 23h30, les formalités prirent enfin fin. On se serra la main, des contrats furent verbalement convenus pour le lendemain, et Arthur Castiglione, fortement alcoolisé et très satisfait de lui-même, annonça qu'il se dirigeait vers le bar de l'hôtel. Geneviève saisit l'occasion. « Si vous voulez bien m'excuser, Monsieur Castiglione, mon contrat se termine à minuit. J'ai un vol tôt demain. Je vais prendre congé. » Arthur la congédia d'un geste dédaigneux. « Bien sûr. Excellent travail, Jen. Facturez mon assistant. » Geneviève hocha la tête, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle garda un rythme mesuré en se dirigeant vers les lourdes portes en chaîne de la suite. Ne cours pas. Ne te retourne pas. Respire et marche. En franchissant le seuil, elle osa un dernier regard fugace par-dessus son épaule. Lorenzo Costa se tenait près de la cheminée. Il ne regardait pas Arthur. Il ne regardait pas ses hommes. Il fixait directement l'embrasure de la porte, la regardant partir. Et bien que son visage fût totalement impassible, Geneviève vit Matteo sortir de l'ombre du couloir derrière lui, une tablette à la main, le visage pâle. Matteo hocha une fois la tête en direction de Lorenzo. Ils avaient trouvé quelque chose. Son pare-feu avait été percé. Le couloir à l'extérieur de la suite était bordé de miroirs opulents, renvoyant une douzaine de fois le visage pâle et terrifié de Geneviève. Elle n'attendit pas le grand ascenseur du hall principal. Au lieu de cela, elle se glissa par une porte non marquée réservée au personnel de l'hôtel, prenant les escaliers de service jusqu'au parking souterrain. Son esprit était un flou chaotique de logistique. Elle devait se débarrasser de son téléphone portable. Elle devait aller directement à la gare routière en évitant complètement son appartement. Elle avait un sac d'urgence caché dans un casier à Penn Station, de l'argent liquide, un passeport secondaire sous un autre pseudonyme, et assez de ressources pour se rendre dans une petite ville côtière du Maine où elle pourrait réévaluer la situation. La cage d'escalier en béton résonnait du cliquetis frénétique de ses talons. Elle se pencha, arracha ses escarpins noirs et sobres de ses pieds
et les porta préférant le béton silencieux et glacial contre ses pieds nus au bruit. Elle poussa la lourde porte en acier menant au garage souterrain. L'air était épais d'une odeur d'échappement et de béton humide. Les lumières fluorescentes crues bourdonnaient au-dessus, projetant de longues ombres étranges entre les véhicules de luxe garés. Sa voiture, une berline grise sans prétention, était garée au deuxième sous-sol, G2. Elle se déplaça rapidement, longeant les piliers de béton, vérifiant ses angles morts avec la paranoïa entraînée d'une femme qui avait passé la moitié de sa vie à s'attendre à être assassinée. 3 niveaux au-dessus d'elle, debout sur le balcon de la mezzanine qui surplombait la sortie privée de l'hôtel, Lorenzo Costa se tenait immobile. Le vent froid de la nuit fouettait les revers de son costume. Il tenait la tablette que Matteo lui avait donnée. Sur l'écran se trouvait un fichier scanné et lourdement expurgé provenant d'un serveur de témoins du FBI aujourd'hui disparu. Il avait fallu moins d'1 heure au Pires de Lorenzo pour percer la sécurité rudimentaire qui cachait le passé de Geneviève. La photo sur l'écran était celle d'une jeune fille terrifiée avec les mêmes yeux sombres et provocateurs. Son vrai nom était Ginevra Maranzano, la fille de l'homme même qui avait trahi l'oncle de Lorenzo 2 décennies plus tôt. La fille qui avait disparu dans la nature, emportant avec elle les secrets et les codes des registres des plus profonds syndicats de la mafia. Pendant des années, la famille de Lorenzo avait traqué la lignée des Maranzano pour l'éteindre. Mais en regardant le dossier et en se souvenant de la manière féroce et autoritaire dont elle avait géré ses affaires dans le salon VIP, Lorenzo ressentit une pulsion entièrement différente, beaucoup plus dangereuse. Elle n'était pas juste une affaire à régler. C'était une arme. C'était un fantôme qui avait appris à survivre à la lumière. Et elle était d'une intelligence à couper le souffle. Matteo monta sur le balcon. Essoufflée, Capo, elle a contourné le hall. Les caméras de sécurité la montrent prenant les escaliers de service vers G2. Elle tente de s'enfuir. Dois-je envoyer l'équipe pour l'intercepter et s'en occuper? Lorenzo baissa les yeux sur la tablette, son pouce traçant doucement le bord de l'écran où le visage de Geneviève était illuminé. Le calcul froid dans son esprit se transforma en quelque chose de possessif, de sombre et d'absolu. Il avait passé sa vie entouré d'hommes qui suivaient les ordres par peur. Mais cette femme, cette Ginevra, elle opérait par pur instinct sauvage. Elle pense qu'elle peut disparaître à nouveau, dit Lorenzo doucement, presque pour lui-même. Est-ce qu'on l'élimine? Insista Matteo, changeant de poids. Si c'est une Maranzano, la commission exigera du sang. Lorenzo tourna lentement de la tête, ses yeux sombres se fixant sur Matteo avec une autorité glaçante et inflexible. Le vent sembla cesser de hurler pendant une fraction de seconde. Non, ordonna Lorenzo, sa voix un grondement bas et dangereux qui ne tolérait aucune négociation. La commission n'aura rien. Bloquer les sorties du garage, brouiller les signaux cellulaires dans les niveaux inférieurs. Envoyez 4 hommes là-bas, mais dites-leur que s'ils lui font la moindre égratignure, je les jetterai personnellement du pont de Brooklyn. Matteo déglutit difficilement, hochant de la tête. Et que faisons-nous quand nous l'aurons coincé, Capo? Lorenzo but une lente gorgée du scotch qu'il avait ramené du bar, le liquide ambré brûlant doucement sa gorge. Il regarda l'horizon scintillant et inconscient de la ville de New York. « Ne la laissez pas partir, » murmura Lorenzo en tendant la tablette. « Amenez-la à ma voiture. Elle travaille pour moi maintenant. » En bas, dans le silence étouffant du niveau G2, Geneviève atteignit enfin sa berline grise. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle laissa tomber ses clés 2 fois avant de les enfoncer dans la serrure. Elle ouvrit la portière en grand, plongea sur le siège du conducteur et la claqua. Elle mit le contact. Le moteur rugit. Elle passa la marche arrière, les pneus crissant contre le béton poli alors qu'elle faisait pivoter le véhicule vers la rampe de sortie. Elle allait s'en sortir. Elle devait juste passer la barrière. Mais alors que ses phares balayaient le haut de la rampe, ils illuminèrent un énorme VUS blindé noir positionné horizontalement en travers de la voie de sortie. Geneviève freina brusquement, la ceinture de sécurité lui cisaillant violemment la clavicule. Elle passa la première, avec l'intention de faire demi-tour et de se diriger vers la sortie secondaire de l'autre côté. Avant qu'elle ne puisse tourner le volant, 2 autres VUS noirs descendirent de la rampe derrière elle, leurs pneus crissant alors qu'ils formaient une barricade, la bloquant complètement. L'éblouissement de leur feu de route inonda sa petite berline, l'aveuglant. Elle était piégée. À travers la lumière aveuglante,
Geneviève vit les lourdes portes des VUS s'ouvrir. 4 hommes en costume sombre sortirent, leur silhouette imposante et terrifiante. Ils ne dégainèrent pas d'armes, mais leur intention était claire. Ils formèrent un périmètre autour de sa voiture et attendant dans un silence absolu et discipliné. Puis, la porte arrière du VUS de tête s'ouvrit. Le souffle de Geneviève se coupa dans sa gorge alors qu'une silhouette grande et large d'épaules sortait sous la lumière fluorescente crue. Lorenzo Costa boutonna sa veste de costume avec une grâce lente et délibérée, marchant vers sa berline piégée avec l'assurance désinvolte d'un prédateur qui avait déjà gagné. Il s'arrêta juste devant son pare-brise, plaçant une grande main marquée de cicatrices à plat contre la vitre. Il se pencha, ses yeux sombres se fixant dans les siens à travers la barrière. Même à travers la vitre, sa présence était écrasante. Il ne cria pas. Il ne menaça pas. Lorenzo inclina simplement la tête, tapota 2 fois son index contre le capot de sa voiture et articula 2 mots qui résonnèrent plus fort que n'importe quel coup de feu dans l'esprit de Geneviève. « Bienvenue à la maison ». Geneviève ferma les yeux, ses mains tombant du volant. La vie invisible qu'elle s'était construite était terminée. Le fantôme avait été attrapé et son véritable cauchemar ne faisait que commencer. La lumière du matin ne s'annonça pas doucement dans le penthouse de Tribeca. Elle tranchait à travers les baies vitrées donnant sur Greenwich Street comme une lampe d'interrogatoire stérile. Geneviève se réveilla sur un immense lit au drap de soie, l'esprit lourd et les sens immédiatement en alerte. Son blazer gris sobre et son chemisier blanc avaient été méticuleusement pliés et placés sur un fauteuil en velours. Elle était vêtue d'un pull en cachemire surdimensionné et incroyablement doux qui sentait légèrement le cèdre et le scotch signature de Lorenzo Costa. La panique, froide et vive, inonda ses veines. Elle rejeta les couvertures et fit pivoter ses jambes sur le côté du lit. Ses pieds nus touchèrent le parquet chauffant en noyer brésilien. Se déplaçant avec un silence exercé, Geneviève inspecta son environnement. La pièce était un chef-d'œuvre de richesse moderne et intimidante. Des œuvres d'art minimalistes, du verre pare-balles et une porte en acier renforcée qui était, sans surprise, verrouillée de l'extérieur. Elle n'était pas dans un donjon. Elle était dans un coffre-fort et elle en était l'atout le plus précieux. Des bruits de pas s'approchèrent du couloir. Essence hâte. Des clés cliquetèrent et la lourde porte s'ouvrit pour révéler Matteo. Il portait un plateau d'argent sur lequel se trouvait une tasse fumante d'expresso noir, d'une machine La Marzocco, des pâtisseries fraîches et un épais dossier relié en cuir. Il ne la regarda pas avec le regard prédateur d'un homme de main de la mafia. Il la regarda avec le respect prudent que l'on pourrait accorder à un explosif vivant. « Monsieur Costa demande votre présence dans le bureau », déclara Matteo, son anglais fortement accentué mais parfaitement formel. Il posa le plateau sur une table d'appoint en verre. « Mangez d'abord, la journée sera longue. » Geneviève ignora la nourriture. « Où est-ce mon sac d'urgence, celui de Penn Station? » Matteo offrit un sourire crispé et sans sympathie. « Récupérez et incinérez. Votre pseudonyme, votre passeport et les réserves d'argent dans le casier ont été liquidés. Vous n'existez plus qu'ici, mademoiselle Maranzano. » Entendre son vrai nom de famille prononcé à voix haute en plein jour fut comme un coup physique. Geneviève plissa les yeux, resserrant le pull surdimensionné autour d'elle. « Mon nom est Geneviève Hayes. Les noms ne sont que des papiers. » La voix de Lorenzo résonna depuis le couloir. Il apparut dans l'embrasure de la porte, entièrement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, semblant n'avoir pas dormi mais possédant 10 fois l'énergie d'un homme normal. Il contourna Matteo, entra dans la pièce et congédia son associé d'un subtil mouvement du poignet. Matteo disparut, refermant la lourde porte derrière lui. Lorenzo se dirigea vers la fenêtre, joignant les mains derrière son dos alors qu'il regardait l'immense horizon de Manhattan en contrebas. Les citoyens inconscients de New York se précipitaient vers leurs emplois de bureau, ignorant totalement les prédateurs au sommet qui opéraient dans le ciel au-dessus d'eux. « Vous êtes en colère », observa Lorenzo, sans se retourner. « Vous vous sentez privé de votre autonomie. Vous avez passé 15 ans à construire une forteresse de médiocrité pour vous cacher des fantômes de votre père, et je l'ai démantelé en 3 heures. » Geneviève croisa les bras, refusant de se laisser intimider. « Vous avez kidnappé une citoyenne fédérale. Vous pensez que le FBI ne remarquera pas la disparition d'une interprète d'entreprise de haut niveau
Après une réunion avec des dirigeants de la Silicon Valley? Lorenzo se retourna enfin, un amusement sombre et sincère dansant dans ses yeux. Il marcha lentement vers elle, ne s'arrêtant qu'à quelques centimètres. La simple présence physique de l'homme était suffocante. « Je n'ai pas kidnappé Geneviève Hayes », dit Lorenzo doucement. Geneviève Hayes a été brusquement engagée par la Costa Logistics Corporation pour un contrat exclusif, très lucratif et à long terme. Sa provision a été virée sur son compte en banque ce matin. Son propriétaire à Brooklyn a reçu une avance de 6 mois sur son loyer, ainsi qu'une note expliquant sa soudaine réaffectation à notre division européenne. Arthur Castiglione a reçu une lettre de recommandation élogieuse de votre part, le remerciant pour l'opportunité, mais déclarant que vous aviez reçu une offre que vous ne pouviez pas refuser. Il tendit la main, ses doigts colleux effleurant doucement une mèche de cheveux sombres derrière son oreille. Geneviève tressaillit, mais ne bougea pas. Légalement, vous êtes l'employée la plus protégée et la mieux rémunérée de Manhattan, murmura Lorenzo. Historiquement, vous êtes Ginevra Maranzano, et en pratique, vous êtes à moi. Geneviève repoussa sa main d'un coup sec. Je ne suis pas une propriété, et je ne traduirai pas votre argent sale, Costa. Si vous savez qui était mon père, vous savez qu'il est mort plutôt que de servir le syndicat. L'expression de Lorenzo se durcit, l'amusement s'évanouissant instantanément. Votre père est mort parce qu'il était un lâche qui faisait plus confiance au gouvernement fédéral qu'à son propre sang. Il a remis les registres de Palerme à la mafia de Chicago et ils l'ont massacré dans une ruelle pour sa peine. Je ne vous demande pas de servir un syndicat, Ginevra. Je vous ordonne de m'aider à en démanteler un. Il se retourna et se dirigea vers le fauteuil, ramassant le dossier relié en cuir que Matteo avait laissé. Il le jeta sur le lit. « Ouvrez-le », ordonna Lorenzo. Geneviève hésita, mais sa curiosité naturelle et son esprit d'analyse la trahirent. Elle ouvrit la lourde couverture. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages de communications interceptées, de manifestes d'expédition du port de Newark et de transcriptions de conversations sur écoute. Mais elles n'étaient pas en italien standard, ni même en sicilien. Elles étaient écrites dans un mélange chaotique de français corse, d'argot napolitain et de codes numériques. Mon oncle dirigeait cette famille par la force brute, expliqua Lorenzo, arpentant la pièce. Il croyait au sang dans les rues. Moi, je crois à l'étranglement économique. Les hommes qui essaient de prendre nos routes maritimes utilisent un dialecte local de Bastia mélangé à d'anciens codes de la Camorra. Mes meilleurs analystes ont passé 3 semaines à essayer de décoder le programme d'expédition de cette semaine. Ils m'ont donné du carabia. Lorenzo s'arrêta et la regarda, ses yeux brûlants d'une ambition intense et terrifiante. Vous n'avez pas seulement parlé le dialecte corse hier soir, continua Lorenzo. Vous avez utilisé un code mort parfaitement sous une pression extrême sans manquer une seule note. Vous avez une mémoire photographique pour l'architecture linguistique. Vous allez lire ces transcriptions, Ginevra. Vous allez me dire exactement quand des Corses déplacent leurs armes à travers mon port. Et si vous faites cela, il se pencha près d'elle, sa voix tombant à un murmure rauque. Je vous donnerai le nom de l'homme de Chicago qui a appuyé sur la gâchette sur votre père. Le souffle de Geneviève se coupa. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. La vengeance était un poison auquel elle avait renoncé en changeant de nom. Mais en regardant dans les yeux de Lorenzo Costa, elle réalisa que le poison n'avait jamais quitté son système. Il était seulement resté en sommeil. Elle baissa les yeux sur le dossier, ses yeux experts balayant automatiquement la première page de texte chaotique. Des motifs commencèrent à émerger dans son esprit presque instantanément. « Donnez-moi un stylo », dit froidement Geneviève. 3 jours plus tard, la sécurité stérile du penthouse fut remplacée par l'énergie volatile et imprévisible des docks de Brooklyn. Geneviève était assise sur le siège passager du VUS blindé de Lorenzo, une oreillette noire élégante discrètement glissée sous ses cheveux. Elle portait un tailleur noir ajusté que Lorenzo lui avait procuré, un uniforme qui signalait qu'elle n'était plus une spectatrice civile, mais une participante active à son empire. La pluie s'abattait contre les vitres teintées, brouillant les énormes conteneurs d'expédition, couleur rouille empilés comme des montagnes d'acier dans le terminal de Red Hook. « Récitez les paramètres », ordonna Lorenzo depuis le siège du conducteur. Il vérifiait le chargeur d'un Glock 19 noir mat, ses mouvements d'une décontraction terrifiante. Geneviève garda les yeux sur le quai désert.
Bastien Rossi, contrebandier Corse, opérant depuis Marseille en utilisant le corridor maritime Newark-Brooklyn. Il prétend que la cargaison de ce soir est constituée de précurseurs pharmaceutiques de haute qualité. Les registres interceptés que j'ai traduits indiquent qu'il s'agit en fait de composants d'armes fantômes intraçables destinés à la mafia de Chicago. Lorenzo rengaina son arme, se tournant pour lui faire face. Rossi croit qu'il rencontre les anciens hommes de main de mon oncle, des hommes qui ne comprennent pas les nouvelles économies de la chaîne d'approvisionnement. Il pense qu'il peut se frayer un chemin en payant une taxe de transit de 20% au lieu des 50% imposés. Votre travail est d'écouter tout ce qu'il dit à ces hommes en Corse. Ne traduisez pas les affaires. Traduisez l'intention. S'il tend un piège, vous dites le mot tempête. Geneviève hocha la tête sèchement. Et s'il négocie de bonne foi? Personne ne négocie de bonne foi sous la pluie à minuit, répondit Lorenzo sèchement. Mais s'il accepte les 50%, vous ne dites rien. Nous prenons son argent et nous laissons les armes aller à Chicago pour l'instant. La trahison piquait, mais Geneviève comprenait la stratégie. Lorenzo avait besoin du capital de ce péage pour financer une guerre plus vaste. Des phares percèrent la pluie battante. Une paire de lourds Mercedes G-Wagon couverts de boue arriva sur le quai, s'arrêtant à 50 yards de leur position. « C'est l'heure », murmura Lorenzo. Ils sortirent sous l'averse glaciale. 4 des hommes lourdement armés de Lorenzo sortirent de l'ombre des conteneurs, formant un V de protection derrière eux alors qu'ils marchaient vers le centre du quai. Bastien Rossi émergea du G-Wagon de tête. C'était un homme trapu, violemment balafré, avec une cigarette en permanence collée à sa lèvre inférieure. 2 énormes hommes de main le flanquaient. « Costa !» cria Bastien par-dessus la pluie, passant à un anglais approximatif et fortement accentué. « Tu amènes une femme sur les quais? La nouvelle génération de la famille est faible. » Lorenzo ne réagit pas à l'insulte. Il s'arrêta à 3 mètres du Corse, sa posture parfaitement détendue. « Mademoiselle Hayes était ma directrice des acquisitions. Elle s'occupe des chiffres, Rossi. Je m'occupe des conséquences. Discutons du péage. » Ricana Bastien, croisant les bras. Il se lança dans une négociation rapide et agressive en anglais, affirmant que ses marges étaient trop serrées, que les douaniers européens l'avaient déjà saigné à blanc et que 25% était sa dernière offre. Geneviève ignora l'anglais. Elle se concentra entièrement sur les micro-expressions subtiles des hommes de main de Bastien et sur le français corse rapide et chuchoté qu'ils échangeaient derrière leur patron. « Imacel hizo une position », murmura un homme de main à l'autre. « Les bouchers sont-ils en position? »« Ie, nantu a eu tetu a dirita. Aspitendu ou signal. » « Oui, sur le toit à droite, attendant le signal. » Le sang de Geneviève se glaça. Elle ne tourna pas la tête, mais ses yeux se portèrent sur le toit en tôle ondulée de l'entrepôt à leur droite immédiate. À travers le rideau de pluie, elle repéra la faible lueur anormale d'une lunette de fusil de sniper. Ce n'était pas une négociation. C'était une tentative d'assassinat. Bastien continuait de crier en anglais sur les marges bénéficiaires, levant les mains dans une démonstration théâtrale de frustration. Il se préparait à donner le signal. Il était sur le point de baisser la main, le signal pour que les snipers tirent. Geneviève avait une fraction de seconde pour le faire un choix. Si Lorenzo mourait ici même, les hommes qui avaient tué son père à Chicago obtiendraient leurs armes fantômes. Son levier, sa protection et son seul chemin vers la vérité se videraient de leur sang sur l'asphalte. Elle fit un pas légèrement devant Lorenzo, brisant la formation protectrice. « Monsieur Rossi », interrompit Geneviève, sa voix tranchant la pluie avec un français aristocratique, vif et impeccable. « Vos marges sont sans importance lorsque votre cargaison n'est pas constituée de produits pharmaceutiques, mais de balistiques non enregistrés destinés au Midwest. » Bastien se figea. Ses gestes théâtraux s'arrêtèrent en plein vol. Il la fixa, véritablement choqué que la femme silencieuse en tailleur sache exactement ce qu'il y avait dans les conteneurs. Geneviève ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Elle tourna légèrement la tête vers Lorenzo, s'assurant que Bastien puisse voir ses lèvres bouger. « Lorenzo », dit calmement Geneviève, parfaitement claire. « Tempête ». Lorenzo bougea avec une vitesse qui défiait sa taille. D'un mouvement fluide et brutal, il dégaina son arme, attrapa Geneviève par le col de son tailleur et la jeta derrière le châssis en acier massif d'un chariot élévateur voisin. Les coups de feu éclatèrent, brisant le silence de minuit.
Le craquement lourd et assourdissant d'un fusil de sniper résonna depuis le toit de l'entrepôt, les balles faisant des étincelles sur l'asphalte exactement là où se trouvait la poitrine de Lorenzo une fraction de seconde plus tôt. Les hommes de Lorenzo ripostèrent immédiatement, déclenchant un barrage de tirs de suppression vers le toit et les G-Wagons. Geneviève heurta durement le sol mouillé, s'écorchant les paumes sur le gravier. Elle se précipita derrière les pneus épais du chariot élévateur, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine. L'air fut instantanément saturé de l'odeur de cordite et de cuivre. Les hommes de main de Bastien criaient en corse, paniqués, coincés derrière leur véhicule. Lorenzo se mit à croupir à côté d'elle, rechargeant son arme avec une efficacité mécanique. Son costume était trempé, son visage un masque de violence terrifiante et exaltée. Il regarda Geneviève, ses yeux sombres analysant ses mains tremblantes et son regard large et terrifié. « Tu n'as pas fui », constata Lorenzo, sa voix incroyablement calme au milieu de la fusillade chaotique. « Je préfère mon employeur actuel aux alternatives », rétorqua Geneviève, essuyant la pluie et le gravier de sa joue. Un sourire sinistre et prédateur effleura le coin de la bouche de Lorenzo. Il lui pressa une arme de poing compacte de rechange dans la main. « Garde la tête baissée, Ginevra », ordonna-t-il par-dessus le rugissement des tirs. « J'ai un besoin soudain de renégocier nos frais de transit. » Les coupes de feu dans un espace clos ne ressemblaient pas à ceux des films. C'était une force physique, percutante, qui faisait vibrer les dents et compressait les poumons. Geneviève était accroupie derrière l'énorme pneu en acier du chariot élévateur. Le métal froid et lourd de l'arme de poing que Lorenzo avait pressée dans sa paume l'ancrait à la réalité. Elle n'était pas une tueuse, elle était une traductrice. Mais l'odeur cuivrée du sang dans l'air et les cris d'agonie d'un homme de main corse se vidant de son sang sur l'asphalte mouillé réécrivaient violemment sa description de poste. La pluie tombait en rideaux incessants, lavant le sang versé dans les égouts pluviaux. Lorenzo se déplaçait avec une grâce prédatrice terrifiante, filant entre les conteneurs. Il ne tirait pas au hasard. Chaque pression sur la gâchette était une exécution calculée. Matteo et les autres hommes de Costa avaient contourné les G-Wagons, neutralisant les snipers sur le toit en tôle avec des tirs de riposte silencieux. Au milieu du chaos, les yeux perçants de Geneviève captèrent un ombre se déplaçant indépendamment des autres. Un des hommes de Bastien, un combattant nerveux tenant une mitraillette personnalisée, avait réussi à ramper sous le second G-Wagon. Il ajustait son angle, visant directement Matteo, dont le dos était tourné pendant qu'il rechargeait. « Matteo !» cria Geneviève, mais sa voix fut engloutie par le craquement assourdissant d'un fusil. L'instinct, enfoui profondément sous 15 ans de conditionnement d'entreprise polie, prit le contrôle de ses membres. Geneviève ne réfléchit pas. Elle leva l'arme de poing, la saisit à deux mains comme elle l'avait vu son père le faire dans le sous-sol de leur ancienne planque de Chicago et appuya 2 fois sur la gâchette. Le recul lui tordit douloureusement les poignets. La première balle brisa la vitre passager du G-Wagon. La seconde atteignit sa cible, se logeant dans l'épaule du Corse qui la contournait. L'homme poussa un cri, son arme tombant sur le pavé alors qu'il s'effondrait. Matteo se retourna, réalisant instantanément à quel point il avait frôlé une fin violente. Il croisa les yeux larges et terrifiés de Geneviève à travers la pluie, fit un signe de tête sec et imperceptible de respect et acheva l'homme à terre d'une seule balle dans la poitrine. Le silence s'abattit sur le terminal de Red Hook, à l'exception du tambourinement rythmique de la tempête. Lorenzo sortit de derrière un conteneur rouillé. Son costume sombre était ruiné, collé à son corps, et une éraflure superficielle sur sa joue gauche laissait couler un ruban de sang sombre. Il marcha lentement vers le centre du quai, où Bastien Rossi gisait, se tenant une rotule brisée, gémissant de douleur. Geneviève se leva lentement, ses genoux tremblant si violemment qu'elle dut s'appuyer contre le chariot élévateur. Elle baissa l'arme, son doigt glissant de la gâchette. Elle venait de tirer sur un homme. Elle avait franchi la ligne invisible et insurmontable qui séparait le monde civil de l'abîme. « Tu as amené une traductrice à une guerre, Costa. » Bastien cracha du sang sur l'asphalte, se tenant sa jambe mutilée. « Les hommes de Chicago vont te massacrer pour ça. Les armes étaient déjà payées. » Lorenzo ne sia pas. Il leva son Glock et pressa le canon chaud directement contre le front de Bastien. « Tu te méprends, Bastien. Je n'ai pas amené une traductrice. J'ai amené une Maranzano et la famille Costa n'accepte plus les paiements partiels.
Il appuya sur la gâchette. Geneviève ferma les yeux, détournant de la tête alors que le dernier coup de feu résonnait sur l'heure. 1 heure plus tard, ils étaient de retour dans la sécurité stérile et suffocante du penthouse de Tribeca. La chute d'adrénaline frappa Geneviève comme un train de marchandises. Elle était assise sur le bord du fauteuil en velours, une lourde couverture de laine drapée sur ses épaules tremblantes, fixant d'un air absent la cheminée éteinte. Lorenzo sortit de la salle de bain principale, tenant une trousse de premiers soins. Il avait enlevé sa veste et sa cravate ruinée, ne portant qu'une chemise noire déboutonnée au col. Il s'agenouilla devant elle, ignorant totalement les éraflures sur son propre visage, et prit doucement sa main droite. Geneviève tressaillit, mais il l'atteint fermement. La glissière de l'arme de poing avait mordu la peau entre son pouce et son index lorsqu'elle avait tiré, laissant une brûlure de friction vive et saignante. « Tu n'as pas verrouillé tes poignets », murmura Lorenzo, sa voix un contraste bas et apaisant avec la violence qu'il venait d'orchestrer. Il tamponna une lingette antiseptique sur la peau à vif. La piqûre la fit siffler, mais la manière prudente, presque tendre, dont ses grandes mains cailleuses manipulaient les siennes était profondément désorientante. « Je suis une interprète, Lorenzo, pas une soldate, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Ce soir, tu étais les deux, » répondit-il, en roulant un bandage blanc propre autour de sa main. Il le noua, ses yeux sombres se levant pour rencontrer les siens. Le regard clinique et disséquant du Saint Regis avait disparu, remplacé par une intensité sombre et possessive. « Tu as sauvé la vie de mon capot. Tu n'as pas figé. Le sang de ton père est dans tes veines, Ginevra, que tu essaies de le diluer ou non. » « Vous m'avez promis un nom, » exigea Geneviève, refusant de laisser l'intimité du moment la distraire de son but ultime. Lorenzo se leva, se dirigeant vers la carafe en cristal sur le bord. Il versa 2 verres de scotch, lui en tendant un. « Dominic Gallagher, » déclara Lorenzo doucement. « On l'appelle le prêtre. Il dirige le quartier nord du syndicat de Chicago. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette dans cette ruelle. » Geneviève but une lente gorgée brûlante de scotch. Le nom semblait être un poids physique s'installant dans son estomac. Si les armes de ce soir lui étaient destinées et que vous venez de les intercepter, il ripostera. C'est exactement ce sur quoi je compte. Lorenzo sourit, une expression froide et calculée qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. Parce que les armes n'étaient qu'une diversion. La vraie guerre se mène avec des registres, pas des balles. Et vous, ma chère, vous allez m'aider à le mettre en faillite. La transition de captive à co-conspiratrice se fit par des étapes douloureusement subtiles. Au cours des 3 semaines suivantes, le penthouse de Tribeca se transforma en salle de guerre. Geneviève n'était plus enfermée. On lui donna un accès restreint au vaste réseau financier de la famille Costa, sous la surveillance constante et omniprésente de Matteo. Lorenzo avait reconnu que la véritable capacité létale de Geneviève ne résidait pas dans le fait d'appuyer sur une gâchette, mais dans son brillant esprit d'analyse. Elle comprenait l'architecture complexe de la finance internationale mieux que ses plus anciens comptables. Tard un mardi soir, entourée d'écrans lumineux et de piles de relevés bancaires offshore décryptés, Geneviève trouva l'anomalie qui fit éclater tout le puzzle. « Lorenzo » appela-t-elle, la voix tendue par l'incrédulité. Il entra dans le bureau, abandonnant un appel téléphonique avec un sénateur. Il se plaça derrière sa chaise, sa poitrine effleurant légèrement son épaule, alors qu'il se penchait pour regarder l'écran. La proximité, comme toujours, fit grimper son pouls, une réaction involontaire qu'elle essayait furieusement de réprimer. « Regarde ces numéros de routage. » Geneviève pointa une série de transactions lourdement dissimulées par une société écran des Caïmans. Dominic Gallagher n'achète pas seulement des armes fantômes. Il blanchit des quantités massives de capitaux par le biais d'une entreprise légitime et cotée en bourse. Les yeux de Lorenzo se plissèrent, traçant la piste numérique qu'elle avait découverte. Où va l'argent? Geneviève ouvrit un fichier secondaire, ses mains volant sur le clavier. Il va dans la Silicon Valley, plus précisément dans une société d'agrégation de données qui a récemment acquis un investissement européen massif. Elle cliqua sur le dernier dossier. Le logo de l'entreprise remplit l'écran. Lorenzo laissa échapper un rire bas et sombre. Arthur Castiglione. La prise de conscience frappa Geneviève avec la force d'un coup physique. Arthur Castiglione, le PDG de la tech bruyant et odieux pour qui elle avait interprété au Saint Regis, l'homme qu'elle croyait n'être qu'un autre milliardaire arrogant,
était en fait le principal blanchisseur d'argent de la mafia de Chicago. Elle avait, sans le savoir, facilité la croissance financière des hommes même qui avaient assassiné son père. Ils m'ont utilisé, murmura Geneviève, la voix tremblante d'une rage puissante et terrifiante. Ils m'ont engagé parce que mon passé était soi-disant impeccable. Mais Gallagher devait savoir. Il m'a mise dans cette pièce comme une mauvaise blague. La main de Lorenzo se posa lourdement sur son épaule, un point d'ancrage dans la tempête soudaine de sa fureur. Non, Gallagher ne sait pas que vous êtes une Maranzano. S'il le savait, vous seriez morte bien avant le Saint Regis. Castiglione vous a engagé à l'aveugle. C'est une coïncidence fatale pour eux et un avantage magnifique pour nous. Il recula, une lueur dangereuse dans l'œil. Castiglione organise un gala de charité ce vendredi à l'Hôtel Pierre, une célébration de ses nouveaux investisseurs européens. Gallagher sera là pour finaliser l'intégration des fonds blanchis. Geneviève se tourna pour lui faire face, son esprit passant déjà du mode analyste à celui d'infiltré. Je connais les protocoles de sécurité de Castiglione. Je connais son équipe de direction. Si je peux m'approcher de son serveur personnel pendant le gala, je peux cloner le registre principal. Nous pouvons vider les comptes de Gallagher et exposer la société de technologie à la SEC simultanément. Vous n'irez pas près de ce serveur seul, déclara Lorenzo, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Vous entrerez dans une pièce remplie de prédateurs au sommet qui tuent pour le sport. Je suis la seule à pouvoir contourner son pare-feu biométrique, rétorqua vivement Geneviève, se levant pour croiser son regard. Je l'ai vu entrer la séquence de dérogation à Milan il y a 3 mois. Vous avez besoin de moi à l'intérieur, Lorenzo, tout comme vous aviez besoin de moi sur les quais. Lorenzo la dévisagea, le silence s'étirant entre eux. La dynamique avait changé de manière irréversible. Elle n'était plus une femme effrayée se cachant derrière des blazers sobres. Elle était une arme forgée dans les feux de sa propre tragédie, et elle était enfin prête à riposter. « Très bien, » murmura Lorenzo, tendant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire avec son pouce. Le contact était marquant, possessif et électrique. Mais vous n'y allez pas en fantôme cette fois, Ginevra. Vous y allez en tant que mienne. 48 heures plus tard, Geneviève se tenait devant le miroir du sol au plafond de la chambre principale, reconnaissant à peine la femme qui la regardait. Les blazers gris ardoises avaient disparu. Lorenzo lui avait procuré une robe dos nu sur mesure, d'un bleu nuit qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Ses cheveux sombres étaient relevés en une coiffure complexe et élégante, exposant la ligne délicate de son cou. Un collier de diamants, froide et incroyablement lourd, reposait contre sa clavicule. Un dispositif de suivi enveloppé dans 10 millions de dollars de glace de la famille Costa. Elle ressemblait à une reine des enfers. Elle ressemblait exactement à la femme que son père était mort, Rinshin, en essayant de l'empêcher de devenir. La lourde porte s'ouvrit et Lorenzo entra dans la pièce. Il portait un smoking noir impeccable, dégageant une aura de contrôle absolu et terrifiant. Il s'arrêta net, ses yeux la parcourant lentement. La faim brute et non filtrée dans son regard coupa le souffle de Geneviève. Il combla la distance entre eux, s'arrêtant à quelques centimètres, son reflet se superposant au sien dans le miroir. Il se pencha, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille. « Si Gallagher te regarde plus de 3 secondes, » murmura Lorenzo, sa voix sombre et mortelle, « je l'aveuglerai avant que l'apéritif ne soit servi. »« Gardez les yeux sur le serveur, Lorenzo, » répondit Geneviève, bien que sa voix trahît un léger tremblement. « Pas sur moi. »« Mes yeux, » murmura-t-il, posant fermement sa main sur la peau nue de son bas du dos, « sont exactement là où ils doivent être. » Ils descendirent dans la nuit new-yorkaise en direction de l'Hôtel Pierre. Le piège était tendu, mais en entrant dans la salle de bal scintillante et imbibée de champagne, Geneviève réalisa immédiatement que même les plans les mieux conçus pouvaient voler en éclats. Car debout près de la sculpture de glace, sirotant un martini et regardant directement l'entrée, se trouvait une confiance mortelle. En fait, Arthur, vos protocoles de sécurité concernant ce nouveau capital sont fascinants. Vous utilisez toujours la biométrie pour le serveur principal à l'étage, je présume. Vous avez toujours été si merveilleusement paranoïaque à Milan. Arthur cligna des yeux, complètement pris au dépourvu par sa connaissance intime de ses opérations. Oui, le scanner rétinien et le code rotatif. On n'est jamais trop prudent avec la propriété intellectuelle, n'est-ce pas? Jamais.
acquiesça Lorenzo, son regard dérivant par-dessus l'épaule d'Arthur. Dominic Gallagher traversait la foule, son visage un masque de fureur meurtrière à peine contenu, flanqué de deux hommes dont les costumes sur mesure ne parvenaient pas à cacher le volume de leur holster d'épaule. Arthur, soyez un bon hôte et allez chercher un martini pour Mademoiselle Hayes, ordonna Lorenzo, se plaçant légèrement devant Geneviève pour bloquer la ligne de vue directe de Gallagher. Sec, 3 olives! Arthur, désireux d'échapper à la pression étouffante de la présence de Lorenzo, hocha frénétiquement la tête et sprinta pratiquement vers le bar. « Allez-y », murmura Lorenzo à Geneviève sans la regarder. « Matteo a désactivé les caméras de sécurité dans l'escalier ouest. Vous avez exactement 12 minutes pour cloner ce registre avant que je ne laisse Gallagher réaliser que je le distrais. S'il réalise qui je suis, il ne s'arrêtera pas à une distraction, Lorenzo. » L'avertit-elle, sa voix tremblant une seule fois. « Qu'il essaye. » Lorenzo sourit, une expression terrifiante et sanguinaire qui fit inconsciemment reculer les invités environnants. « J'attends depuis 20 ans de ruiner cet homme. Ne me décevez pas à l'étage, Ginevra. » Geneviève se retourna et se glissa sans effort dans la mer agitée de robes de soie et de smoking noir, se déplaçant avec la grâce d'un prédateur vers les couloirs de service. Elle contourna les cordons de velours, se glissant par une porte non marquée juste au moment où Gallagher atteignait Lorenzo. La lourde porte se referma derrière elle, la plongeant dans le silence utilitaire et faiblement éclairé des coulisses de l'hôtel. Elle enleva ses talons aiguilles, les laissant près d'un chariot à linge, et sprinta dans les escaliers en béton vers le 42e étage. Son esprit était un instrument d'une précision chirurgicale. Arthur était un idiot, mais sa sécurité était de premier ordre. Elle devait accéder à la suite Penthouse, contourner le scanner rétinien, entrer un code rotatif qu'elle avait déduit en observant les mouvements de ses mains 3 mois plus tôt, et télécharger 30 téraoctets de données financières lourdement cryptées sur le lecteur spécialisé dissimulé dans son collier de diamants. Elle atteignit le 42e étage, la poitrine haletante. Le couloir était tapissé d'une moquette épaisse et insonorisante. Deux des gardes du corps privé d'Arthur se tenaient devant les doubles portes en acajou de la suite. Geneviève n'hésita pas. Elle sortit de la cage d'escalier, adoptant l'attitude paniquée et essoufflée d'une civile terrifiée. « S'il vous plaît », haleta-t-elle, se tenant la poitrine, courant vers les gardes. « En bas, un homme vient de sortir une arme dans la cuisine. Il cherche M. Castiglione. » Les gardes se tendirent immédiatement, leurs mains tombant sur leur holster. Dans le monde hautement paranoïaque du financement technologique illégal, une menace était toujours crédible. « Qui ?» demanda le garde principal. « Un homme aux cheveux argentés » s'écria Geneviève, décrivant précisément Gallagher. « Il a tiré sur un serveur. Vous devez boucler la suite. » Les gardes échangèrent un regard frénétique. L'un d'eux actionna sa radio, n'obtenant que des parasites. Les brouilleurs de signal de Matteo fonctionnaient parfaitement. Croyant que leur patron était sous le feu actif, ils commirent une erreur tactique fatale. Ils abandonnèrent leur poste, dégainant leurs armes, et se précipitèrent devant Geneviève vers l'escalier pour sécuriser l'étage inférieur. Geneviève abandonna instantanément son jeu de panique. Son visage se durcit en un marbre froid. Elle s'approcha du scanner biométrique à côté des portes en acajou. Elle n'avait pas la rétine d'Arthur, mais elle avait quelque chose de mieux. Pendant le dîner au Saint-Régis, alors qu'Arthur montrait fièrement son nouveau smartphone aux investisseurs, Geneviève avait enregistré le reflet haute résolution de son œil sur la cafetière en argent poli. Les techniciens de Lorenzo avaient passé 48 heures à cartographier ce reflet sur une lentille de contact spécialisée microscopique. Avec des doigts tremblants, Geneviève sortit la minuscule lentille rigide d'un compartiment dissimulé dans sa bague et la pressa sur son propre œil droit. Elle se pencha vers le scanner. Un laser rouge balaya sa pupille. Accès autorisé. La lourde serrure cliqua et elle poussa les portes, entrant dans le cœur sombre et bourdonnant de l'empire numérique d'Arthur Castiglione. La salle des serveurs était baignée d'une lumière bleue étrange et pulsante, maintenue à une température glaciale pour empêcher les énormes bancs de processeurs de surchauffer. Geneviève frissonna, la robe de soie d'eau nue n'offrant aucune protection contre le froid artificiel. Elle se déplaça rapidement vers le terminal central, ses doigts volant sur le clavier mécanique.
Elle contourna les pare-feux superficiels avec aisance. Le vrai défi était le code rotatif. C'était un verrou mathématique qui changeait toutes les 60 secondes, mais Geneviève possédait une mémoire photographique et elle se souvint de la cadence rythmique des frappes d'Arthur à Milan. Ce n'était pas une séquence aléatoire. C'était basé sur la suite de Fibonacci, superposée aux dates de ses précédentes startups ratées. Elle tapa la dernière chaîne de chiffres. Entrée. L'écran devint vert. Le registre principal du syndicat de Chicago était soudainement entièrement exposé. Geneviève détacha le lourd collier de diamants de son cou. Elle tourna le pendentif central, révélant un connecteur USB-C spécialisé, et l'enfonça dans le port du serveur. Une barre de progression apparut à l'écran, rampant douloureusement lentement vers 100%, 10%, 20%. Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien, Ginevra. La voix venait de l'ombre près de l'entrée. Elle était baisse, rauque et dégoulinait de décennies de malveillance. Geneviève se figea. Son cœur battait d'un rythme frénétique contre ses côtes. Elle ne se retourna pas. Elle garda les yeux rivés sur la barre de progression du téléchargement. 35%. Dominic Gallagher entra dans la lumière bleue. Il tenait un pistolet compact avec silencieux, le canon pointé directement sur sa colonne vertébrale. Il avait contourné Lorenzo. Il avait vu clair dans la diversion. Quand je t'ai vu en bas, j'ai cru que le whisky me jouait des tours, dit Gallagher d'une voix rauque, faisant un pas lent vers elle. Tu lui ressembles exactement. La même posture arrogante. J'aurais dû m'assurer que mes hommes brûlent cette maison jusqu'aux cendres il y a 20 ans. Maintenant, éloigne-toi du terminal. Si vous me tirez dessus, le téléchargement déclenche un système de sécurité qui incinère le serveur. Maintit Geneviève sans faille, sa voix résonnant dans la pièce froide. Elle se retourna lentement, reculant contre le terminal, protégeant la clé USB avec son corps. Gallagher rit, un son sec et cliquetant. Tu bluffes. Tu es la fille d'un comptable qui joue à la poupée avec la famille Costa. Tu n'as pas l'estomac pour cette vie. Mon père était un comptable, dit Geneviève, ses yeux sombres se fixant sur les siens avec une haine absolue et venimeuse. Mais ma mère était une Maranzano, et vous les avez massacrés tous les deux pour un registre que vous ne saviez même pas lire. 60%. Lorenzo Costa t'utilise, cracha Gallagher, levant légèrement l'arme. Il se fiche de ta vengeance. Il veut juste mes routes maritimes. Au moment où tu lui remettras cette clé, il te mettra une balle dans la tête lui-même pour régler l'affaire. Vous méprenez fondamentalement mon arrangement avec Lorenzo. Geneviève sourit, une courbe froide et terrifiante de ses lèvres. Elle ne bluffait pas à propos du système de sécurité, mais elle n'attendait pas non plus la fin du téléchargement. Alors que Gallagher faisait un dernier pas en avant pour l'arracher physiquement de la machine, la main de Geneviève fila derrière son dos, saisissant le lourd extincteur isolé monté sur le rack du serveur. D'un mouvement fluide et violent, elle balança le lourd cylindre d'acier, le fracassant directement dans les tuyaux de refroidissement liquide du serveur au-dessus de la tête de Gallagher. Le tuyau se rompit avec un cri assourdissant. De l'azote liquide glacial et sous pression jaillit directement sur le visage de Gallagher. Il hurla, laissant tomber l'arme alors qu'il griffait aveuglément ses yeux brûlants et gelés, titubant en arrière dans les racks de serveurs. Geneviève laissa tomber le cylindre, se retournant immédiatement vers le terminal, 99% terminé. Elle arracha le collier de diamants du port, refermant le fermoir autour de son cou. À travers le nuage sifflant de vapeur glaciale, Gallagher se remit plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Aveuglé et enragé, il se jeta en avant, ses lourdes mains s'enroulant autour de sa gorge. Il la projeta contre le terminal, lui coupant l'oxygène. Geneviève haleta, griffant sa poigne de fer. Des taches noires dansaient au bord de sa vision. Elle chercha désespérément le pistolet compact qu'il avait laissé tomber, ses doigts effleurant le métal froid sur le sol, mais il était juste hors de portée. Soudain, les lourdes portes en acajou de la suite explosèrent vers l'intérieur. Lorenzo Costa se déplaça comme une force de la nature. Il ne cria pas, il n'hésita pas. Il traversa la salle des serveurs en 3 enjambées massives, attrapant Gallagher par le dos de sa veste de costume. Avec un rugissement rauque et guttural de fureur absolue, Lorenzo arracha violemment l'homme plus âgé de Geneviève et le projeta à travers la pièce. Gallagher s'écrasa à travers une cloison de verre,
atterrissant dans un tas de verres brisés et de sang. Geneviève s'effondra contre le rack de serveur, haletant violemment, se tenant la gorge meurtrie. Lorenzo ne regarda pas Gallagher. Il tomba à genoux devant Geneviève, ses mains massives encadrant doucement son visage. Ses yeux, habituellement des bassins de calme calculé, étaient sauvages d'une panique protectrice terrifiante. « Ginevra, regarde-moi », ordonna-t-il, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Es-tu touché? A-t-il percé la peau? » « J'ai le registre, » réussit-elle à croasser, appuyant son front contre sa poitrine. Le battement lourd de son cœur qui s'emballait correspondait au sien. « J'ai tout. » Lorenzo laissa échapper un souffle rauque, enroulant ses bras autour d'elle et la serrant fort contre lui. « Au diable le registre! S'il t'avait tué, j'aurais brûlé cette ville entière jusqu'aux fondations. » Il se leva, la relevant, la gardant en sécurité derrière son large corps. Il dégaina sa propre arme et marcha lentement vers le verre brisé où Gallagher gémissait, essayant de ramper pour s'enfuir. Lorenzo pointa l'arme sur l'arrière de la tête de Gallagher. « Non », dit doucement Geneviève. Lorenzo s'arrêta, la regardant. Elle s'avança, sa robe de soie tachée de liquide de refroidissement de serveur, et son cou meurtri, mais sa posture rayonnant d'une autorité absolue. Elle se tint à côté de Lorenzo, regardant l'homme qui avait hanté ses cauchemars depuis ses 12 ans. « La mort est trop rapide pour lui », déclara froidement Geneviève. « Le registre est déjà en cours de téléchargement vers la SEC, le FBI et la Commission de Chicago simultanément. Dans 10 minutes, Dominic Gallagher sera un rat sans le sou et traqué. Laissons les loups qu'il a affamés s'occuper de lui. » Lorenzo la fixa, une profonde et sombre révérence s'épanouissant dans ses yeux. Il baissa l'arme. Il tendit la main, prenant de la sienne et entrelaçant ses doigts avec les siens. « Comme vous le souhaitez, reine de l'Est, » murmura Lorenzo. Il laissa Gallagher saignant sur le sol, sortant de la salle des serveurs glaciales pour entrer dans la nuit chaude et inconsciente. Le fantôme de Geneviève Hayes était enfin mort, et le règne de Ginevra Maranzano venait de commencer. En sortant de l'ombre de son passé, Geneviève Hayes est morte pour que Ginevra Maranzano puisse vraiment vivre. Ce seul moment accidentel répondant à un téléphone prépayé dans un dialecte oublié avait arraché son camouflage, la plongeant dans le cœur violent et opulent de l'empire criminel de Lorenzo Costa. Pourtant, ce qui avait commencé comme une captivité terrifiante s'est transformé en un partenariat indestructible et mortel. Lorenzo n'a pas brisé son esprit, il l'a transformé en âme. Ensemble, ils ont démantelé le syndicat de Chicago, vengé le meurtre de son père et pris le contrôle total de l'économie souterraine de la côte Est. Geneviève réalisa que la véritable tragédie n'avait jamais été s'aligner, mais les années qu'elle avait passées à essayer de la diluer. Debout aux côtés de Lorenzo, non plus comme une captive, mais comme une reine régnante, elle comprit que le vrai pouvoir exige d'embrasser l'obscurité. L'homme qui avait autrefois ordonné à ses hommes de ne pas la laisser partir était maintenant le seul foyer dont elle aurait jamais besoin.